Développons ensemble le modèle de Lighthill. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la vitesse du fluide qui se retrouve très proche, en fait, de notre poisson. Donc, notre référentiel ici, XZ, il est fixe sur la tête du poisson. Hein. Donc, il se déplace avec le poisson. Donc, si on se met dans ce référentiel-là, ce qu'on voit en fait, c'est que le fluide arrive avec une vitesse uniforme, grand U, sur notre poisson. Et donc, si on vient considérer la ligne centrale de notre poisson à un certain temps T où notre poisson est déformé, donc on peut imaginer une certaine forme ondulatoire. Donc, si on prend un point sur notre poisson ici, donc notre poisson, lui, il est en train d'osciller, il se déplace et il oscille, par exemple, à une vitesse dH/dt. Il oscille à une vitesse dH/dt. Donc, si on considère un bout de fluide juste à côté de notre poisson, le bout de fluide, l'eau juste à côté de notre poisson est obligée de suivre le mouvement de notre poisson. Donc, elle va bouger ou vibrer avec une vitesse dH/dt. Par contre, le poisson, lui, dans le référentiel qu'on a, il fait juste osciller de haut en bas localement. Par contre, l'eau, en plus, elle s'écoule, hein, parce que notre poisson est en train d'avancer à vitesse grand U. Donc, si on laisse passer un instant delta T, notre fluide va s'être déplacé d'une distance U fois delta T. Hein, il va être parti d'ici, il va s'être ramassé ici. Et donc, si notre bout de fluide était sur le bord de notre poisson, le bout de fluide ne peut pas passer au travers, il est obligé de longer le poisson. Donc, le bout de fluide, en fait, va se retrouver ici. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il va être obligé de s'être déplacé en fonction de la pente ici. Donc, il va s'être déplacé de U fois dH dt. Donc, le fluide autour de notre poisson doit se déplacer avec la vitesse du poisson transverse, mais aussi, comme il est advecté à vitesse grand U, il va être obligé de suivre la pente locale de notre poisson, dH dx, fois sa vitesse grand U. Et donc ça, en fait, ça nous donne la vitesse du fluide en Z, qui est, on va le dénommer W de X et de T. Et dans le fond, c'est quoi? C'est la dérivée matérielle ou la dérivée lagrangienne dH dt qui est delta H dt plus U delta H dx. Donc, c'est ce qu'on va appeler notre dérivée lagrangienne. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait la vitesse de l'eau à côté de notre poisson, ce qu'on va s'intéresser à venir développer, ça va être notre force réactive. Hein. Donc, on va venir définir notre force réactive. Donc, la force réactive, c'est quoi? C'est
c'est que notre poisson, lorsqu'il va pousser, lorsqu'il va essayer d'onduler de part et d'autre, ben, il va devoir accélérer l'eau qui est juste à côté de lui. Et donc, il va devoir générer une force réactive en Z. Donc, ça va être une force Fz qui va être donnée par la dérivée matérielle ddt de la masse locale de fluide fois la vitesse fluide. Donc, M, c'est quoi? C'est la masse ajoutée par unité de longueur. Et W, on a dit que c'était la vitesse fluide. Donc, la masse ajoutée fois la vitesse fluide, ça nous donne une quantité de mouvement, un momentum. Et la dérivée temporelle de la quantité de mouvement, c'est une force. Donc, la dérivée lagrangienne de la quantité de mouvement fluide autour de notre poisson, ça va être la force réactive que génère le poisson pour nager. Donc, ça ici, c'est la masse ajoutée. Par unité de longueur. Voilà. Donc, ce qu'on va considérer par la suite, c'est le travail ou le travail ou le taux de travail fait par le poisson. Donc, un travail, c'est grand W. Un taux de travail, grand W, point. Donc, ça va être l'intégrale sur la longueur du poisson de la force réactive que doit exercer le poisson fois la vitesse à laquelle il bouge. Notre poisson il est en train de bouger à une vitesse dH dt. Et en exerçant une force réactive Fz, donc le taux de travail qu'il fait, c'est une force fois une vitesse intégrée sur la longueur dx. Donc, on peut réécrire ça en venant substituer notre force réactive dedans. De 0 à L ddt de mw dh dt. Et donc, maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est on va faire différentes manipulations. On va faire rentrer notre dérivée dH dt à l'intérieur ici. Donc, on va avoir ddt de mw dH dt. Et donc, ça veut dire qu'il nous manque, il faut qu'on soustrait le terme mw d dt de dH dt dx. Donc ici, nos deux dérivées sont commutatives. Hein? On pourrait juste les changer de place. Donc on pourrait avoir la dérivée matérielle ou la dérivée lagrangienne de h dérivée en temps. Et puis, en fait, donc ça, dans le fond, la dérivée matérielle dH dt, mais c'est W. Donc c'est comme si on avait la petite dérivée delta dt de W. Donc ça, dans le fond, c'est dW dt, comme ça.
Donc, on peut réécrire ça. 0 à L. Donc, on réécrit tout ça, ddt de mw dh dt moins mw dw dt. dx. Puis en fait, mw dw dt, ben on peut mettre le delta dt en évidence. Ça devient comme un w carré. Donc, ça ici, c'est comme une demi m fois d de w au carré dt. Parce que si on dérive ça, on va avoir 2w fois dw dt. Avec le 1/2, ça s'annule, donc on retrouve bien cette même expression-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexprimer ça en faisant l'expansion de ce terme-là, avec notre dérivée lagrangienne ici. Donc, l'intégrale sur la longueur. Là, on va avoir le dérivé lagrangienne, c'est d dt plus u d dx. Donc, on va avoir d dt de m w dh dt plus u d dx m w dh dt moins 1/2 m d dt de w au carré dx. Et on va réexprimer ça. On va mettre toutes les ddt ensemble. Et puis ça ici, c'est une intégrale selon x. Donc on peut sortir le ddt de l'intégrale, hein, qu'on fasse l'intégrale avant ou après la dérivée en temps, ça ne change rien. Donc on va avoir d dt, l'intégrale de 0 à L, de m w dh dt moins 1/2 mw carré donc ça ici, je l'ai ramené ici. Et donc il me reste ce terme-là ici. Et puis ce terme-là, il n'y a pas de ddt que je peux mettre en évidence. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer mon intégrale ici, dx. Et ce terme-là, en fait, ben, si je fais l'intégrale de 0 à L de d dx, ben, je me débarrasse de ça. Donc, il me reste juste à évaluer ça de 0 à L. Donc, je me retrouve avec plus u m w dh dt à évaluer de 0. Donc, ça, c'est notre taux de travail fait par le poisson. Donc, on a un premier terme ici qui, lui, est un changement dans le temps sur toute la longueur d'une quantité qui est une certaine puissance. Mais donc, ce qu'on va voir, c'est que si on vient intégrer ça en temps, puis on a un cycle d'oscillation qui est constant, donc on a un mouvement qui est oscillatoire, donc qui suit une forme sinus de t. Ce qui veut dire que si on intègre de 0 jusqu'à une période plus loin, ben on va se retrouver au même point. Hein, parce que si on a quelque chose qui oscille, si
on part d'ici, puis on intègre jusqu'à un cycle plus loin, mais on se retrouve au même point. Donc, la dérivée dans le temps, le changement dans le temps de ce terme énergétique-là va être nul. Donc, tout ça, ça contribue zéro en énergie. Et donc, il nous reste que ce terme-là. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que ce terme-là, donc M, c'est la masse ajoutée, W, c'est la vitesse du fluide en Z, et puis dH dt, c'est la vitesse transverse du poisson. Donc, à X vaut 0, ben, c'est à la tête du poisson. Donc, à la tête du poisson, ce qu'on va considérer, c'est que le nez du poisson, si on veut, ou la partie antérieure du poisson, elle commence doucement. Donc, en fait, la masse ajoutée au bout du poisson, elle est presque nulle. Et puis, en plus, ben, dans toutes les vidéos qu'on a vues, ce qu'on voit, c'est que la tête du poisson, elle bouge très, très peu. Donc, c'est vraiment la queue du poisson qui bouge. Donc, la tête bouge très peu. Puis, au bout, en plus, ben, la masse ajoutée va être très faible. Donc, à X vaut 0, ce terme-là, il est pratiquement nul. Donc, le résultat final qu'on obtient pour le modèle de Lighthill, c'est que le taux de travail fait par le poisson, W point, ben, ça va être cette quantité-là évaluée à X vaut L. Donc, le taux de travail fait par le poisson est purement décrit par la cinématique du bout de la queue du poisson. Tout le reste du mouvement du poisson n'est pas important dans le modèle de Lighthill. Il n'y a que le terme en UMWDHDT évalué à X vaut L, donc que le mouvement du bout de la queue qui est important pour venir évaluer le taux de travail fait par le poisson. Dans la prochaine capsule vidéo, on va voir qu'est-ce que ça implique.